Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, sur cette chaîne, nous accueillons Bertrand Défaut et Stevia Janice. Il sera question dans cette vidéo d'une collaboration entre Educnation, qui est une compagnie de Bertrand Défaut. Il va nous en dire plus tout au long de cette interview qui justement va se passer entre Stevia et lui. Comment vas-tu? Je vais très bien, Stéphane. Merci beaucoup de m'accueillir à Immigration et Entrepreneuriat. Super. Stevia, comment vas-tu? Très bien. Super. Sinon, le voyage a été parce que tu ne vis pas dans la ville de Québec? Non, j'ai vécu ici. Toutefois, j'ai passé 2 années merveilleuses ici dans une université que je ne vais pas nommer, mais qui est bien connue. Je vis maintenant du côté de Toronto. Oui. Je suis très heureux d'être à Québec, de te rencontrer, de rencontrer Stevia et puis de rencontrer le beau monde que je connais ici. Super. Alors, on vous revient après le générique. À très bientôt. Bonjour, bienvenue sur Immigration et Entrepreneuriat. Donc, on vous a présenté Monsieur Bertrand Défaut. Il va vous parler un peu plus de lui. Vous allez savoir un peu plus. Justement, nous avons eu un partenariat avec ce renommé Bertrand Défaut. Vous allez en savoir pourquoi, parce que c'est un homme plein de qualité et de compétences. Bertrand Défaut, comment tu vas? Je vais très bien, Stevia. Merci beaucoup de m'accueillir à Immigration et Entrepreneuriat. Très bien, il n'y a pas de quoi, c'est nous qui te remercions. La deuxième fois que nous collaborons encore ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Le destin fait que nous nous croisons en fait. Effectivement, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Plaisir de partager. Bertrand Défaut, tu es directeur d'Educnation Consulting Inc. C'est bien ça. Tu es consultant en éducation, équité, diversité et inclusion. C'est ça. Et en même temps, tu es coach certifié. C'est bien ça. Bertrand, pourquoi toutes ces casquettes en fait? Merci beaucoup. C'est une question qu'on m'a déjà posée, Stevia. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça se résume en une seule chose. J'aime travailler avec du monde, j'aime aider du monde, j'aime aider les autres, mes semblables, à progresser, à faire le travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes aussi, et à s'ouvrir le monde d'opportunités. Disons-nous bien que l'époque à laquelle nous vivons est une époque extraordinaire. Par certains côtés, elle est difficile, notamment avec les événements que nous connaissons depuis bientôt 2 ans, mais c'est aussi une époque extraordinaire où finalement tout est possible. Tout est possible. Donc nous vivons à l'époque où tout est possible. C'est bien ça. D'accord. Donc vous êtes allé chercher, excuse-moi de vous voyez, tu es allé chercher plusieurs formations pour pouvoir aider les autres. C'est bien ça. D'où est venue l'envie d'aider les autres? À partir de quel âge ou à partir de quel moment plutôt? J'ai presque envie de dire depuis toujours. Depuis toujours? Oui, ça peut paraître surprenant, mais j'ai une soif quasiment insatiable pour la connaissance. La connaissance. J'ai toujours aimé lire, là aussi longtemps que je me souviens. Les votes, ma mère m'a expliqué déjà que tout petit, à la maternelle, première année ici ou dans le système français, ce qu'on appelle la CIL, la première année de l'école primaire, j'avais quelques difficultés à lire, mais elle a tenu bon, elle m'a tenu par la main, elle m'a fait travailler dur, souvent tard le soir quand mes frères aînés dormaient déjà. Mais à partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait, là, de déchiffrer les sons et puis lettres, voilà, les mots, etc., les phonèmes, et ainsi de suite, là, je n'ai jamais abandonné la lecture, je n'ai jamais abandonné les livres. J'adore apprendre, j'adore me former. Je lis plein d'affaires dans pas mal de domaines, l'économie, sciences politiques, même si je ne fais pas de politique, simplement pour comprendre, etc., etc. Très bien, je comprends très bien. Bertrand, quels sont tes meilleurs coups dans tous les casquettes que tu as eu? On va prendre un à un. Mais tes meilleurs coups en coach certifié, par exemple? Avec ta permission, Stevia, c'est une précision importante. Master coach certifié. Master coach certifié. Parce que, oui,
il y a différents niveaux de certification, voilà, ou de grade si tu préfères. Donc, je suis à la fois Master Coach certifié et Leadership Coach certifié. Merci, merci de... On n'a peut-être pas le temps d'entrer dans les nuances, là, mais c'est important à souligner. On commence coach certifié, ensuite Master Coach certifié. Et on atteint le niveau de Leadership Coach certifié. C'est le niveau 5, Leadership Coach certifié. Donc, j'ai suivi toutes ces certifications-là. Ce que ça m'apporte, c'est peut-être ça ta question. Non, quels sont tes grands coups, je veux dire, du fait que tu aies acquis tous ces grades-là, tu as dû les exercer sur des personnes qui ont besoin d'aide, etc. Quels sont tes meilleurs coups, par exemple, sur ces personnes-là? Une expérience, on va dire. Il y a tellement de bons coups. Je dirais que, avec modestie, tous mes coups sont meilleurs. J'explique, parce que c'est la beauté avec le coaching, avec l'accompagnement sévère, tu le sais certainement, c'est que l'histoire d'une personne ressemble rarement, ne ressemble d'ailleurs jamais, hein, il peut y avoir des similitudes évidemment, mais n'est jamais identique, voilà, je voulais dire n'est jamais identique à celle d'une autre personne, ça c'est très important. Et je ne vais pas donner des noms, mais lorsque tu accompagnes quelqu'un qui a été victime par exemple d'abus sexuels dans son enfance et qui pendant très longtemps a vécu avec ce traumatisme-là, a rencontré différentes personnes, des professionnels aussi, qui, voilà, chacun à sa façon a apporté son aide, et qui, voilà, lorsque finalement ces personnes me rencontrent et puis travaillent avec moi, voilà, depuis plusieurs mois, et te dit Bertrand, tu as changé ma vie, c'est juste extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ça, voilà, je ne donnerai pas de nom, mais les personnes qui me lisent sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, probablement connaîtront de qui je parle. C'est une histoire assez connue maintenant. Lorsque une dame t'écrit, tu ne connais pas, mais qui te suit sur Facebook, elle t'écrit à 1h du matin, je me couche souvent tard, c'est pas forcément une très bonne habitude, mais c'est comme ça, je suis parfois un fou du travail, qui t'écrit à 1h du matin, enfin 1h du matin ici, mais chez elle, je crois qu'il devait être 22h ou 23h, décalage horaire, évident. Cette dame vit dans un état aux États-Unis. Et puis t'explique sa problématique, sa situation, et te dit je me sens perdu, et tu dis waouh. Et puis le lendemain, vous conversez finalement. Elle s'engage pour des sessions, des mois de coaching avec toi. Et simplement après la première conversation téléphonique d'un peu plus d'1 heure, où j'ai à peine parlé 2-3 minutes, je l'ai écouté. Et après cette conversation, le lendemain de cette conversation, cette dame m'écrit, m'envoie un texto pour me dire Bertrand, il y a longtemps que je n'ai pas dormi comme j'ai dormi cette nuit. Wow. C'est juste rien que cette phrase-là, simplement après 1h30 de conversation, il y a longtemps que je n'ai pas dormi comme j'ai dormi cette nuit. Wow. C'est extraordinaire. Une autre histoire encore, une troisième, une dernière. Comme je t'ai dit, toutes mes histoires d'accompagnement sont des histoires à succès, là, jusqu'à présent, c'était bien. Troisième et dernière histoire, une autre dame qui m'a écrit, il devait être minuit, 1h du matin aussi, très tard. Un peu moins tard de son côté, parce qu'à cause du décalage horaire. En passant, je travaille avec les gens de partout, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, d'un peu partout. Je m'adapte souvent aux horaires. Parfois, à 4h du matin, je travaille parce que de l'autre côté, il peut être 10h, il peut être ainsi de suite. Donc, cette dame qui m'écrit et qui me dit « Oh Bertrand, j'ai suivi ton Facebook Live, j'ai suivi un de tes lives, et puis il faut que je te parle, il faut... » Je lui dis « Non, là, il est très tard, on peut se texter. » Et là, elle m'envoie des textos là, sur Messenger, Facebook Messenger, tac. À un moment donné, elle me dit « Écoute, je ne peux plus continuer à te texter. Est-ce que tu es d'accord qu'on continue la conversation sur WhatsApp ?» J'ai dit « Ok, d'accord, pourquoi pas. » Là, voilà, on bascule sur WhatsApp, elle m'envoie des messages vocaux. Elle voulait vraiment me raconter son histoire. Et de minuit ou 1h du matin, on a terminé autour de 3h du matin. Ouais. Carrément. Elle m'a envoyé 14-15 messages vocaux à peu près, là. Certains qui faisaient presque 10 minutes.
Et bon, je les ai tous écoutés, je n'ai rien dit, j'ai simplement, comment dire ça? Je l'ai écouté, c'est très important l'écoute active dans l'accompagnement. On écoute énormément, je peux passer 2-3 heures simplement écouter, je dis 2-3 phrases, j'écoute beaucoup pour comprendre, voilà. Et c'est 3-4 jours après qu'on a commencé le coaching. Et cette dame qui m'a fait un super beau témoignage, aujourd'hui, elle est devenue un peu une amie, et puis on travaille sur autre chose. Maintenant, on travaille sur l'éducation de ses enfants, parce qu'elle va beaucoup mieux à la problématique pour laquelle elle m'avait contacté. Ça, c'est fait, c'est résolu. Mais c'est quelque chose, c'est une forme de traumatisme un peu de son enfance, là, qu'elle a traîné, qu'elle a vécu, de son enfance, qu'elle a vécu pendant de très très longues années. Ouais. C'est une mère de plusieurs enfants aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste extraordinaire. C'est un enrichissement, je voulais terminer là, pour dire que c'est un enrichissement extraordinaire pour moi. Parce qu'on pourrait me demander, mais est-ce que c'est pas difficile? On m'a souvent posé cette question d'écouter tous ces défis-là des personnes, des difficultés, des larmes, parfois il y a des pleurs, hein. Session de coaching, etc. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que ça ne va pas te chercher? Etc. etc. Je dis oui, c'est difficile, je suis humain, mais au bout du compte, toutes ces personnes m'enrichissent énormément, m'apportent beaucoup. Parce que j'apprends à les connaître, j'apprends à comprendre la société, à comprendre la nature humaine finalement, et aussi à me comprendre quelque part davantage. C'est un plus pour moi. Ça marche. Juste pour une question, du fait que ces personnes vous racontent leur histoire, est-ce que tu ne ressens pas comme un fardeau, ou bien c'est comme s'il y a un transfert en fait de vibration, si je peux dire, je vais parler en terre à terre, mais un transfert de souffrance ou bien de pleurs, de peine, d'émotions négatives vers toi. Comment tu arrives à gérer ces émotions? Bien, quand on fait la certification de coaching, on est préparé à ça. Okay. C'est très très important, nous sommes préparés à ça. Mais avant de suivre toutes ces certifications, je dois dire que c'est peut-être une tendance naturelle chez moi, j'aime écouter. D'accord. Je me rappelle quand j'étais ado, là, les amis là, au quartier, mes voisins, mes bons amis d'enfance, venaient souvent vers moi pour me partager leurs problématiques, leurs histoires, leurs difficultés, me demander conseils. Je suis quelqu'un de nature très 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 calme. Je n'ai aucun mal à écouter, je parle souvent peu. En conférence, je suis bavard, tu peux voir là que je suis bavard, mais dans la vie quotidienne, je suis plutôt calme, plutôt un petit peu réservé, donc j'aime écouter. J'aime comparer. Donc l'écoute, c'est ta meilleure qualité. Je dis l'une de tes meilleures qualités. Absolument, c'est très important. Très bien. Bertrand, tu es spécialisé dans l'éducation, dans l'immigration, dans la communication interculturelle et organisationnelle. C'est bien ça. Parlons un peu d'immigration, qui est justement le thème de cette chaîne-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'immigration? Pourquoi t'être spécialisé justement en immigration? Merci Stéphane pour la question. Déjà, je suis un immigrant moi-même. Voilà 20 ans que j'ai quitté mon pays d'origine, le Cameroun. Donc, j'ai vécu 3 très très belles années en Suisse, où j'ai étudié. Grâce à une bourse d'études, j'ai pu donc quitter le Cameroun et puis continuer à l'Université de Genève. Et après, la Suisse a été le Canada, c'est encore le Canada, pays extraordinaire comme nous savons tous, où je vis depuis 17 ans. Donc, il y a cette expérience déjà personnelle qui est très importante. Déjà 20 ans d'immigration. Et puis, je reviens toujours à ça, parce que pour moi, c'est important. Il y a cette envie d'aider les autres. Il y a cette envie d'apporter un plus, d'apporter un mieux, évidemment selon mes compétences aux autres. Mon champ oui, il y a l'immigration, mais qui croise un autre champ de compétences, c'est l'éducation. Je suis enseignant, membre de l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario depuis 13 ans maintenant, 13, bientôt 14, 13 ans. Et donc voilà, j'ai roulé ma bourse en Ontario, dans les écoles, dans différents organismes provinciaux attachés à l'éducation, liés aussi aux parents, par exemple, parents partenaires en éducation, etc. etc. Alors,
cette expertise, je veux la partager avec les autres. Je veux apporter ma contribution. C'est ma façon de dire merci finalement à la vie, hein, pour le beau cadeau qu'elle me fait jusqu'ici. Je suis quelqu'un de choyé. Ma vie n'a pas été parfaite. Aucune vie ne l'est, mais je crois que je suis quelqu'un de finalement de très privilégié d'avoir pu obtenir une bourse et puis de me retrouver en Suisse et ensuite au Canada et puis voilà, d'avoir pu faire toutes les études et profiter de toutes les expériences que j'ai pu profiter, dont j'ai pu profiter jusqu'ici. Donc je veux redonner aux autres. Pour moi c'est très important. Je veux redonner aux autres. Donc du fait que tu aies vécu l'immigration, tout ce que tu as pu acquérir comme expérience, tu veux pouvoir le redonner aux autres. Qu'est-ce que tu peux dire alors justement à un immigrant qui nous regarde actuellement? C'est une question... Ici au Canada. Un immigrant qui veut venir au Canada ou un immigrant qui est déjà au Canada? Qui est déjà au Canada, il vient tout frais d'arriver. D'arriver, ok. Je te dirais, chers frères, chères sœurs, que l'immigration, c'est un beau voyage. C'est un voyage qui a ses défis, évidemment. Probablement comme tout voyage. C'est un voyage qui a ses défis, mais c'est aussi un voyage qui a ses récompenses, qui a ses plaisirs. Il faudrait faire preuve de beaucoup de patience. Patience ne signifie pas s'endormir, la patience ne signifie pas ne pas accélérer le pas. Patience signifie que, voilà, autant on accélère le pas, autant on voudrait que les choses aillent vite, autant on comprend que quelquefois, on tombe sur des bouchons et il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Comme lorsqu'on conduit ou lorsqu'on est en transport en commun. Donc, il faut faire preuve aussi de discernement, de sagesse, d'analyse, beaucoup de curiosité positive dans le sens de lire, de s'informer, de poser des questions, de ne pas se laisser enfermer dans son cercle d'amis ou dans son cercle familial. Souvent, on est accueilli par un frère, une soeur, une cousine, un cousin, etc. Et autant, évidemment, il faut écouter ce que la personne qui nous a accueillis, si c'est le cas, nous dit, mais autant il faut avoir les oreilles et les yeux grands ouverts sur ce qui se passe autour de nous. Et il faut faire aussi ses propres expériences. Il faut avoir le goût d'explorer. Je vois malheureusement, ça c'est une erreur très importante. Beaucoup de personnes ici de l'immigration qui arrivent, qui s'installent dans une certaine ville, ville, province, peu importe laquelle au Canada, et finalement qui oublient que le Canada est immense. Le Canada c'est quasiment un continent. C'est le deuxième ou troisième pays le plus grand en termes de superficie au monde. Donc il y a des opportunités partout qui ne sont peut-être pas toujours les mêmes, peut-être pas toujours avec la même ampleur, la même mesure, mais il y a des opportunités partout. Il faut accepter souvent de quitter sa zone de confort. Moi j'ai passé 2 ans ici, comme je disais au début, ici à Québec. Mais j'ai quitté Québec parce que à ce moment-là, lorsque j'ai terminé ma maîtrise en communication publique, ici à l'université, Québec n'était pas le meilleur choix pour moi, tout simplement. Alors je suis allé ailleurs, je suis allé au nord de l'Ontario, je voulais améliorer mon niveau en anglais, j'ai passé 1 année là-bas. Je travaillais à temps partiel dans une école, je n'étais pas prof encore à l'époque, je n'avais pas suivi ma formation de prof. J'étais moniteur de langue et puis j'aidais les profs, je collaborais, je faisais des activités en salle de classe avec des jeunes dans une école d'immersion française. Et ça m'a permis d'apprendre mon anglais en conversant avec les collègues et en suivant des cours d'anglais qui étaient gratuits, qui sont encore, je pense, gratuits lorsqu'on arrive dans des provinces, à l'exception du Québec, pour ce qui est des cours d'anglais. Alors voilà. Et par la suite, je suis allé me former comme prof et l'histoire a continué. Donc, déplacez-vous. Si vous constatez que vous stagnez, si vous constatez que ça devient difficile où vous êtes, il n'y a peut-être plus tout à fait les mêmes opportunités ou vous ne trouvez pas d'opportunités, déplacez-vous. Il y a une autre histoire. Le frère a un ami qui est devenu un ami aussi, qui s'est installé à Toronto. Quand il est arrivé au Canada, c'était la région de Toronto parce que son cousin y était. Mais au bout de quelques mois, il ne trouvait pas de travail dans le domaine de l'informatique. Il y avait la barrière de la langue aussi. Il ne parlait pas anglais à l'époque. Et finalement, il a eu le courage de quitter et de venir à Montréal, de s'installer à Montréal.
malgré le petit préjugé un peu négatif qu'il pouvait avoir sur le Québec en termes d'opportunités. Mais ça ne lui a pas pris un mois pour qu'il trouve un emploi dans son domaine, bien rémunéré, à Montréal, alors qu'on lui avait dit non, va à Toronto, c'est à Toronto, c'est à Toronto. Mais il a compris que Toronto n'était pas indiqué pour lui à ce moment. Il a eu le courage de quitter son cousin et d'aller devenir dans une ville où il ne connaissait personne, s'installer. Au bout de 2-3 semaines, il a eu un emploi et ça va super bien. Il a fait venir, il s'est marié, il a fait venir sa femme. Ils ont 2 ou 3 enfants aujourd'hui. C'est une histoire juste extraordinaire. Alors, il y en a beaucoup comme ça. Tout à fait. Justement, parlant de la connotation, tu as dit, négative qu'il pouvait avoir, je vais nommer par exemple le racisme. Quelle est ta réflexion justement sur le racisme? Parce qu'en tant qu'immigrant, venant d'ailleurs, ayant peut-être la peau noire ou même ailleurs, souvent on reçoit beaucoup de chocs, de culture déjà, de propos. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est une question qui revient souvent. Merci de me la poser, Stevia. J'ai une position qui peut déconcerter un peu. Oui, le racisme existe, nous le savons tous. D'ailleurs, je me suis spécialisé, tu l'as dit tout à l'heure, dans les questions de diversité, équité et inclusion. Je suis 2 certificats, un avec l'ESSEC, dans la grande école de France, l'autre avec University of South Florida, l'université de Floride du Sud, dans le domaine. C'est un frein à la société, malheureusement, d'un point de vue social, économique, culturel. Mais je voudrais dire aux personnes ici de l'immigration que ça ne doit pas devenir une excuse. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que chez certains immigrants, certaines immigrantes, c'est brandi un peu trop souvent. Ok, un peu trop souvent. Oui, ça existe. Nous y faisons tous toute face, n'est-ce pas, à un moment, à différentes échelles, à un moment ou à un autre. Cependant, cela ne doit pas nous arrêter. Et souvent, je vais dire aussi aux personnes ici de l'immigration que dans nos propres pays d'origine, il y a des formes d'exclusion, de racisme, de tribalisme, peu importe comment on appelle cela. Okay? Il ne faudrait pas croire que parce qu'on est au Canada, tout devrait être parfait alors que les pays desquels nous venons sont loin de l'être sur ce plan-là. Okay? Ça, c'est très important à intégrer. Donc, moi, je relativise tout. Et même si il y a un certain niveau de racisme au Canada comme partout ailleurs, il faut bien se dire qu'il y a des politiques en place qui luttent, qui permettent de lutter contre le racisme, parfois avec beaucoup d'efficacité, ça dépend, qu'il y a des améliorations constantes qui sont apportées par rapport à toutes ces politiques-là. On le voit, là, on a pu voir récemment les nominations qui ont été faites, que ce soit à l'échelle sénateur. Voilà, à l'échelle fédérale, sénateur, gouverneur général. Ça, c'est simplement les exemples les plus récents, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je peux vous en nommer plusieurs là, en Ontario, en éducation, par exemple, où il n'y avait pas de surintendant. Les surintendants en éducation en Ontario, ce sont des responsables d'éducation qui supervisent des directions d'école. Donc, les surintendants ont sous leur contrôle, sous leur supervision, un certain nombre d'écoles dans la direction d'école. À une certaine époque, du côté francophone en tout cas, il n'y avait aucun surintendant issu de l'immigration. Aucun. Alors, en l'espace de 2 ans, environ 2 ans, il y en a 3 maintenant. 3 francophones qui sont 3 personnes originaires d'Afrique francophone. Ce n'est qu'un début, je suis certain que ça va avancer. Donc, les feux sont verts, je dirais. Les feux de circulation sont verts en termes d'immigration, d'inclusion, d'équité, etc., etc. Un autre côté que les immigrants n'aiment pas souvent entendre, souvent les immigrants, parce qu'on parle beaucoup de racisme sous l'angle auquel la société d'accueil ne veut pas, ou certaines personnes de la société d'accueil ne veulent pas de l'immigration. N'oublions pas aussi que le contraire est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes de l'immigration qui voyagent avec leur racisme et avec leurs préjugés à l'encontre des personnes de la société d'accueil. C'est important de mentionner cela. J'essaie d'être vraiment le plus objectif possible. C'est ça. C'est très, très, très important. Alors,
quand on arrive, là, quand on prend son vol, essayons de laisser nos préjugés, là, si on en a, en arrière, et puis arrivons au Canada, arrivons dans ce pays magnifique, avec les yeux les plus neutres, les plus objectifs possibles. Tout à fait. Tu as raison, je vais juste appuyer sur ce point. Oui, on peut venir dans ce beau pays qui nous accueille, mais on peut avoir certains préjugés. Et justement, il ne faut pas en avoir parce que c'est aussi une culture différente qu'il faut accepter, qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut essayer d'intégrer une partie dans notre vie quotidienne aussi, hein, parce que sinon, il risque d'avoir des chocs tous les jours. Donc, il faut un peu s'acclimater un peu de l'environnement. Ne pas oublier qui on est, mais quand même, je veux dire, s'acclimater à cet environnement. Bertrand Desfaux, justement, on va aborder un sujet qui est très important pour l'immigration. C'est justement les relations de couple, le mariage, les relations amoureuses. Toute personne qui arrive ici entend toujours que il y a beaucoup de divorces dans la communauté noire, la communauté camerounaise ou dans les immigrants en particulier. Pourquoi cette réputation-là, Bertrand? Toi qui possèdes tellement de compétences, de connaissances, à ton niveau bien sûr, avec humilité, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce qu'on a besoin d'aborder ce sujet parce que depuis que je suis au Canada, ça fait quelques années, je vois que tous les thèmes sont abordés presque chaque année pour essayer de comprendre ce problème, si je peux appeler problème bien sûr. À toi. Ah, c'est un sujet qu'on peut développer là, en quelques minutes, c'est ça. Pendant des heures et des heures, on pourrait ça. écrire toute une recherche, toute une thèse. D'ailleurs, il y a des travaux là-dessus. Et quelle serait la source justement qui fait naître ces différences, ces problèmes, si je peux dire? Ok, en quelques mots, Stevia, pour ne pas être très long sur ce thème-là, je dirais que déjà, il faut différencier, hein, si tu permets. Oui, je te permets. Merci. Un couple qui se forme ici, d'un couple par exemple qui s'est formé dans, je sais pas moi, en Algérie, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est important. Bon, si on était marié déjà dans son pays d'origine, depuis un certain nombre d'années et qu'on immigre ici, c'est pas pareil que si on s'est rencontré ici et voilà, on se marie ici, c'est pas tout à fait la même chose. De l'autre côté, il faut distinguer un couple avec enfant d'un couple qui n'a pas d'enfant. Sans enfant. Parce que là aussi, c'est différent. Bon, maintenant, il faut quand même que je réponde à ta question d'une façon ou d'une autre. Je dirais que le fait de changer d'environnement, de changer de milieu, le milieu culturel, le milieu social, forcément change la dynamique à l'intérieur d'un couple. Tout couple, toute relation est dynamique. Qu'on le veuille ou non, toute relation fait face à la problématique du changement. Nous changeons, on change physiquement, on change émotionnellement, qu'on s'en rende compte ou non. Philosophiquement, on change, notre point de vue sur telle ou telle question, sur la vie, sur la société change, etc., etc. Donc, la relation aussi change, le couple change. Dans nos pays d'origine, en Afrique par exemple, la famille autour, quand il y a des petits désaccords, des petites tensions, ou même des grandes tensions dans le couple, l'épouse par exemple pourra aller passer du temps dans sa belle famille, pourra aller passer du temps peut-être chez ses parents quelques jours, ou bien les parents viendront, par les parents ou les beaux-parents viendront rencontrer le couple, donner des conseils, etc. etc. Il y a la communauté, il y a ce support-là qui est très, très, très important. Exact. Un ami ivoirien, lorsque nous étions à Genève, là, disait souvent ce qui fait la force d'un mariage, ce sont fan club, ce sont les supporters. Ce sont les supporters. Il aimait beaucoup cette expression, énormément, énormément. Ce sont les supporters. Ce qui fait la force d'un mariage, ce sont les supporters. Ce sont les personnes autour, c'est l'entourage, ce sont les conseillers qui vous soutiennent, qui vous appuient, etc. etc. Donc, en immigrant, on perd un peu cette force-là, ce bandeau-là protecteur autour de nous, autour du couple. L'autre problématique,
tu as effleuré un peu ça tout à l'heure, c'est qu'on est dans un environnement complètement différent. La culture n'est pas la même, les réalités sociales, économiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, une question qui divise, c'est celle de l'argent. On sait que l'argent divise, a toujours divisé les couples, hein, quasiment sous tous les cieux. Mais ici, c'est encore plus vrai. Je vais donner un exemple plus pratique, encore pratico-pratique, comme on dit bien au Québec. Par exemple, les allocations familiales sont versées, au Canada, sont versées à la maman. Alors que dans bien des pays, là, en Afrique par exemple, là, dans bien des pays, c'est souvent au père que c'est versé. C'est souvent le père qui est considéré un peu comme on va dire le chef de famille, qui est le pourvoyeur, qui a la force économique, etc., etc. Mais lorsque les couples arrivent ici, ou bien se forment ici, et qu'ils ont des enfants, les couples qui ont des enfants déjà, ces allocations sont versées à la maman. On voit déjà là que ça peut changer la dynamique. Et ces montants sont relativement importants selon le nombre d'enfants, l'âge des enfants, etc., etc. Ça peut changer la dynamique. Autre chose, c'est le domaine de l'emploi. Le fait de trouver du travail ou non. Selon le champ d'expertise de monsieur et de madame, par exemple. On sait qu'il y a des professions qui ont des ordres et puis ça peut être difficile d'intégrer souvent certains ordres, ça peut prendre du temps, etc., etc. Alors que si, par exemple, mettons, cas de figure, l'épouse est du domaine de l'éducation, de la santé, il se peut souvent qu'elle se place beaucoup plus vite que monsieur s'il est d'un autre domaine, par exemple, où il doit peut-être reprendre ses études. Ce sont des situations que beaucoup de couples rencontrent ici. Et là, ça peut complètement renverser. J'ai presque envie de dire, hein, je n'aime pas trop l'expression parce que c'est une connotation un peu négative, hein, un peu comme si le couple était un champ de bataille, mais le couple est parfois un champ de bataille, hein, qu'on le veuille ou non, là, psychologique, social, économique. Ça peut complètement renverser le rapport de force qu'il y a dans le couple. Parce que c'est dans le pays d'origine, c'est monsieur qui ramenait la plus grosse part à la maison, dans le cas où monsieur et madame travaillaient. Et qu'ici au Canada, madame a trouvé un emploi avant monsieur, ou bien madame a trouvé un emploi davantage rémunéré que celui de monsieur. Vous voyez que ça crée un rapport de force différent. Complètement différent. Maintenant, il appartient aux deux. Ok, comment est-ce qu'ils vont gérer cette différence? Comment est-ce que l'ancienne réalité était gérée déjà? Lorsque, par exemple, le cas de figure, c'est monsieur qui avait plus de revenus que madame. Est-ce que c'était un objet de pression, une sorte d'arme que monsieur utilisait? Si oui, eh bien, madame pourrait utiliser maintenant que c'est à elle l'avantage pour utiliser ça contre son mari, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver par rapport à la question financière, par rapport à la question de l'emploi. Voilà. Plein de choses. Donc, vous voyez, nous avons trouvé un expert pour vous. Un expert en immigration, un expert en éducation, un expert encore en leadership. On ne va pas égaler toute la liste ici. Je voulais mentionner, je travaille beaucoup avec les parents, hein, pour l'éducation de leurs enfants. En Ontario et à l'international, parce que là, les accompagnements, ça se fait très bien sur Zoom maintenant. Mais est-ce que cette éducation-là, c'est une sorte de mélange entre la culture des parents, en même temps la culture locale? Il faudrait arriver à une forme de mélange quelque part, parce que oui, on a notre culture d'origine, là, mais on vit dans un environnement. Il faut s'adapter à son environnement. C'est très, très, très important. Je ne dis pas d'abandonner notre culture, mais je dis qu'il faut une forme d'ajustement quelque part. C'est très, très, très important. Mais c'est aussi pas facile. Non, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Vivre déjà, respirer, là, c'est un combat de respirer. Justement, avec Bertrand, on va aborder plusieurs sujets dans le but de vous aider, dans le but de vous construire ici au Canada, afin que vous puissiez vous intégrer, vous trouver votre place, comme dit souvent Stéphane Chouapi, et enfin de réussir dans votre domaine d'activité que vous souhaitez. Et je suis certaine que l'aide que va apporter Bertrand Défaut à cette chaîne va répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, restez accrochés à cette chaîne, parce que dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de rubriques, de thèmes
qui sont abordés. Également même des lives pour en parler plus en détail, etc. C'est vraiment riche d'être à côté de Bertrand, de l'écouter. Donc, ça vaut de l'or. Ça vaut plus que l'argent que vous pouvez... ça vaut plus que l'or, ce qu'il va vous donner vraiment. Vraiment, c'est des années d'expérience qui va juste résumer en quelques points, qui peut vous sauver 10 ans de temps ici au Canada, 5 ans de temps ici au Canada, plusieurs années. Donc, pourquoi perdre du temps si on peut vous l'économiser avec Bertrand Défaut? Donc, restez à l'affût, restez accrochés à cette chaîne. Nous vous disons merci et à bientôt. Merci beaucoup, Stevia. Merci beaucoup. Merci, hein? merci. Merci. À bientôt. À bientôt.